Excuse-moi, on peut démarrer ou comment ça se passe là? Je dois sortir là ou c'est quoi le truc là? Ok. Werner pour vénère. On est vénère ici. Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas? Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Vous avez l'habitude, c'est la 3e de la saison sur Radio VL. On est très content de vous retrouver. Ce soir, un plateau d'exception avec différents membres que vous avez, certains que vous connaissez déjà. On va les présenter au fur et à mesure. Vous connaissez le concept de l'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Toutes les semaines, on décortique un sujet d'actualité pour vous. On fait venir des invités qui sont investis sur ces thématiques-là, qui vont vous proposer à la fois des solutions qu'ils sont en train de mettre en place, de vous proposer. Voilà, on va faire un focus toutes les semaines sur des organisations, sur des acteurs qui se bougent pour faire en sorte que le 21e siècle soit plus sympathique. Autour de cette table, on va retrouver Tristan Michel, le chroniqueur qui nous a rejoint cette saison. Comment ça va, Tristan ? Ça va magnifique. Est-ce que tu es de bonne humeur cette semaine ? Alors, je suis de bonne humeur. Parce que je t'ai trouvé un peu tendu la semaine dernière. Ouais, mais je suis un petit peu vénère quand même. Ouais. Je te cache pas. Je suis un petit peu vénère. Mais sinon, je suis banane. Je suis frite. Très bien. Et on est très content. De l'autre côté, on va retrouver, j'ai l'impression d'être à Roland-Garros, c'est formidable. On va retrouver Amina de SOS Méditerranée. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être là. SOS Méditerranée, qui est une ONG qu'on suit depuis un petit moment. On va en parler, puisque du coup, médiatiquement, c'est revenu dans l'actualité. On avait fait un format l'année dernière avec les équipes de SOS Med, donc du coup, on les embrasse. On va suivre tout au long de la saison qu'est-ce qui se passe dans votre organisation. Tu vas nous en parler avec grand plaisir. À sa gauche, on va retrouver Emeline de la structure, l'organisation Climates et Youth on the Move. Ouais. Youth on the Move, parfait. J'espère que vous aussi vous êtes on the move sur VL dans Radio C'est quoi ta France. On est très on the move, oui. C'est parfait. Écoute, on est très content. C'est la première fois que tu viens nous voir dans C'est quoi ta France. Ouais. Ça va, ça se passe bien. Ça va. Les gens sont gentils avec toi. Bien. Ça a été, ouais. Tristan, il est gentil avec toi. Très gentil. Bon, ça va. Faut se méfier parce que ça, après il s'énerve et tout. Tu vas voir. Ouais. Et on va finir le petit tour de table avec Certes. Bonsoir, Certes. Je suis mystère, c'est ça? C'est vrai que t'es le mystère, mais du coup, je donne juste ton prénom. Je donne juste un adverbe. Hein. Okay. Je ne dis pas ton prénom, je donne juste un adverbe. Ok. Comment ça va? Ça va, grave. Je te remercie d'être là. C'est toujours un plaisir parce que du coup, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il était au tout début de l'aventure C'est quoi ta France. Il avait fait un stand-up lors d'un événement qu'on avait fait. Donc, il connaît bien la boutique. Comment ça va ? T'as déjà demandé, ça va toujours aussi bien. Ouais, ça va. Et est-ce que ça s'est bien passé ce soir? Parce que je crois que tu jouais. Le truc n'a pas eu lieu finalement. D'accord, ok. Donc ce soir, tu dors tout sur le plateau. Ouais, grave. Je suis chaud, je suis bouillant. Et on va avoir l'invité surprise qui va venir nous voir tout à l'heure. On fera un focus dessus puisque du coup ça fait partie des grosses organisations. On va enchaîner alors peut-être qu'on va faire déjà un petit tour de table pour que vous puissiez parler un peu de vos organisations. On va commencer avec toi, Amina, avec SOS Med, puisque du coup, pour recontextualiser, en fait, il y a eu un gros buzz ces dernières années avec justement le sujet de l'Aquarius, de tous ces navires qui ne pouvaient pas accoster sur les côtes méditerranéennes de l'Europe. Donc, on parlera évidemment ce soir de la question migratoire, des réfugiés, du réchauffement climatique. Je le rappelle, le sujet du jour, c'est fait-il trop chaud pour se serrer les coudes? Nous découvrirons ça tout au long de l'émission. Peut-être, Amina, pour te donner la parole, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton organisation et de toi et de ton implication dans celle-ci? Oui, alors SOS Méditerranée, c'est une ONG de sauvetage en haute mer qui opère dans les eaux internationales entre la Libye et l'Italie
la Méditerranée occidentale et qui est la route migratoire la plus mortifère. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu plus de 1000 morts en Méditerranée et 660 de ces morts-là ont eu lieu sur cette zone-là. Et on le fait avec un bateau qui est l'Ocean Viking, et j'en profite pour dire qu'il est reparti pour sa 3e mission hier à 22h. On a eu effectivement, comme tu le disais, tout un tas de problèmes avec l'Aquarius qui était notre bateau, notre premier bateau, le grand bateau orange qui a sauvé près de 30 000 personnes en 2 ans et demi et qui, après une nuit d'opération en juin 2018, sur un tweet de Salvini, s'est vu refuser donc, de débarquer en Italie, a dû attendre plusieurs jours et après un ping-pong médiatique a finalement pu débarquer à Valence qui était à 1500 km et donc à partir de là il y a eu un long moment, donc quasiment une année, quasiment 15 mois en fait, pendant lesquels les ports italiens ont été fermés à des ONG de sauvetage en haute mer. Et là, récemment, pour notre dernière mission, l'Italie a rouvert ses ports. Donc on a pu débarquer à Messine, par exemple, plus de 200 personnes il y a quelques semaines. Encore bravo à vous. Et du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé impliqué dans cette organisation ? Ça fait combien de temps que tu travailles à SOS Med ? Alors moi, je suis bénévole à SOS Méditerranée. J'ai rejoint justement SOS à ce moment-là, c'est l'épopée de Valence. Et j'ai vraiment été choquée à ce moment-là de voir qu'une Europe de plus de 500 millions de personnes mettait des jours et des jours à pouvoir autoriser le débarquement. C'est même pas l'accueil, c'est le débarquement de 600 personnes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est là que je me suis engagée. Et depuis, je suis très investie dans l'association, ainsi qu'un réseau de 500 bénévoles qui sensibilisent. J'aurai l'occasion d'en reparler du travail qu'on fait à terre, parce qu'évidemment, il y a notre mission en mer, mais on a un travail à terre très développé. D'accord, mais merci beaucoup. Et du coup, il y a combien de personnes qui sont impliquées au sein de l'association en global ? En global, 500 personnes, 500 personnes 500 bénévoles. Ok, donc du coup, si on parle de la répartition, vous êtes, je crois savoir, tu m'arrêtes si je me trompe, vous êtes dans les principaux ports en fait, parce que du coup, il y a le spot de Nantes, l'antenne de Marseille forcément, et j'imagine que vous êtes répartis peut-être dans d'autres littoraux, sur d'autres littoraux en France ou en Europe ? En fait, on n'a pas que des littoraux, mais effectivement, alors en Bretagne, il y a plusieurs antennes, parce qu'il y a une tradition de marins qui est très implantée. Mais on a une antenne, par exemple la mienne, l'antenne d'Île-de-France aussi qui est très développée. À Clermont-Ferrand, on en a un peu partout en France. Et là, la 16e à Lorient a ouvert il n'y a pas longtemps et on en a encore d'autres qui vont ouvrir. Et donc notre réseau de bénévoles à terre fait tout un tas d'actions qui peuvent aller de participer à des stands sur des festivals qui peuvent être des festivals de musique, on était à Solidays, l'Humanité, festival de théâtre à Avignon, après des projections, des expositions, de la sensibilisation scolaire. On a sensibilisé en quelques années, en 3 ans, plus de 30 000 élèves. Donc il y a aussi tout un tas d'actions. Il y a vraiment une solidarité entre ce qui se passe en mer et ce qui se passe à terre. Et sans ce relais-là, l'ONG ne pourrait pas avoir la portée qu'elle a. Et j'ajoute qu'on est une association européenne, mais comme le statut d'association européenne n'existe pas, on est en fait un réseau qui fonctionnent vraiment ensemble de 4 associations italiennes, suisses, allemandes et françaises. D'accord. On est présents dans ces 4 pays. Écoutez, on va suivre avec attention ce qui va se passer cette année chez SOS Med. Allez voir sur leur site, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils communiquent énormément. Donc ça vaut le coup, si vous voulez les rencontrer, n'hésitez pas. Je vais me tourner de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'il en pense, Philippe-Auguste Laroche, de toute cette dimension de voyage finalement, les bateaux, est-ce que c'est un mauvais souvenir ? Tu fais référence à mon sketch sur YouTube. Exactement. Que je vous invite à aller voir. On peut dire ton nom, ça y est ou pas ? Mais il n'y a que toi qui t'empêchais avec cette information-là. T'es tout seul dans ton délire de. Eh bien écoutez, c'est Omar Sy, oui. Voilà, c'est certes Mathurin, et je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller le voir, tu vas nous parler de ton spectacle. Du coup, j'ai vu ta dernière vidéo qui parle de Philippe-Auguste Laroche. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un petit mot ? C'était un Haïtien. C'était le seul passager noir du bateau le Titanic qui a fait naufrage en 1912. Quand Londres en allait à New York, il est mort. On va pas faire de teasing. Il est mort
pendant le trajet. Et donc je sais pas pourquoi tu veux que je parle de ça, mais l'histoire est parce que je trouvais que c'était dans la thématique des bateaux, tu vois, je me suis dit que c'était intéressant. Les gens qui coulent, malheureusement, ouais, c'est dans la thématique. On va en parler, on va en parler aujourd'hui. On va aussi parler des solutions qu'il existe pour que vous puissiez à la fois vous mobiliser et interpeller les États, puisque du coup ils sont impliqués dans ces questions-là. Et je me permets de rebondir, je trouve ça très bien que tu aies fait parler du Titanic, parce que justement le droit international dans lequel nous on s'intègre, parce que nos actions donc, ont lieu vraiment, se développent dans le cadre d'une législation internationale qui oblige le sauvetage en mer. Donc un capitaine de navire est obligé, enfin en gros c'est le devoir d'assistance à personne en danger en mer. Eh bien il a commencé à être développé à partir du Titanic. On a commencé à avoir des lois internationales à partir de ce moment-là qui sont développées, il y a eu des conventions et ensuite on a découpé les océans en zones de sauvetage et donc ça a un lien. Il y a du mal, il y a du bien dans le mal, comme on dit malheureusement. Oui, on va dire ça comme ça. C'est très compliqué, je pense. C'est hyper intéressant ce que tu disais et ça pose plein de questions sur. Moi c'était nul du coup. De quoi? Moi c'était nul du coup. Non, du tout. Mais non, c'est très bien Werner. Mais si j'avais été intéressant et j'ai plein de questions à te poser. Bah, écoutez, on aura l'occasion de développer. Emeline, peut-être est-ce que tu peux nous présenter plus précisément en fait tes actions, toi ta mobilisation et ta motivation à t'être inscrit dans ce programme-là? Alors donc oui, en effet, Youth on the Move, c'est un projet qui est issu du think tank Climate. Donc Climate, c'est une organisation de jeunes en fait qui se mobilise dans la lutte contre le changement climatique et qui essaie en fait de proposer des solutions qui sont issues des jeunes. Climate s'est notamment révélé en essayant de faire investir les jeunes dans les négociations internationales pour le climat. Et donc il y a différents projets en fait qui sont issus de Climate, notamment Youth on the Move. Et Youth on the Move, c'est un projet à la base de recherche qui vise à informer et à sensibiliser sur la question plus précisément des migrations environnementales. Donc en fait, l'idée c'est vraiment on est parti du postulat, enfin pas du postulat, mais on s'est rendu compte en fait que on parlait énormément de migration, on parlait énormément de climat, et en fait c'est vraiment deux énormes enjeux du 21e siècle. Mais les liens qui peuvent être faits entre migration et climat ou migration et environnement, souvent ils sont un peu dévoyés. Il y a quand même beaucoup de préjugés qui existent sur la question. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la sensibilisation, de produire du contenu, de la recherche. Donc la sensibilisation, ça peut passer par des conférences, des interventions, des ateliers auprès de jeunes ou auprès, par exemple, je sais que fin novembre, normalement, on sera à la mairie du 2e arrondissement pour sensibiliser sur cette question-là. On produit donc du contenu via notre site internet, des articles, des interviews d'experts ou de jeunes, parce qu'on était centré en fait sur la question des jeunes au départ. Et finalement, on parle des migrations environnementales de manière un peu plus générale. La dernière chose, c'est une web série documentaire qui est en cours, en fait. Tu m'en parlais, tout à fait. Je sais pas si j'en parle maintenant ou plus tard. Tu peux en parler? Tu peux dire quelques mots dessus? Parce que moi, je suis au courant, donc du coup, vas-y, je t'en prie. Donc en fait, c'est une web série documentaire qui a été tournée, donc qui va être en 4 chapitres. Pour le moment, il y en a 2 qui ont été tournés au Bangladesh, le premier, et au Sénégal. Donc le Bangladesh en 2017 et le Sénégal en 2019. Il y aura donc 2 autres chapitres, un sur un pays d'Europe et un sur un pays du Pacifique. Et en fait, l'idée, c'est de produire un contenu un peu différent. La série s'appelle Les Déplacés climatiques. Pour l'instant, il y a 2 épisodes qui sont disponibles sur YouTube. L'idée, c'est qu'une partie de notre équipe en fait, est partie donc au Bangladesh puis au Sénégal et essayer de documenter en fait, quelles étaient, par des études de cas, en fait, nous, on va faire à la fois de la production de contenu un peu large, théorique, sur le sujet, en essayant de dresser un peu le tableau des éléments complexes qui peuvent exister sur la question. Et en même temps, du coup, là, c'est vraiment des études de cas, dire, ce qu'on appelle le visage du changement climatique, justement, c'est aussi des personnes, et c'est ces personnes-là notamment. Et c'est plus complexe que juste, en fait, il y a un événement climatique, il y a le changement climatique, et ça engendre une migration, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la web-série. J'ai déjà bossé avec vous, c'est assez intéressant. Vous faites des conférences à la recyclerie. J'ai participé, ça fait 2 ans que je fais, c'est moi qui fais l'introduction des conférences en humour et en slam, justement pour vulgariser parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas forcément, et sur Veolia et Climax m'appelle, ça fait 2 ans que je fais, c'est marrant. Ok, je savais pas. J'en ai fait une il y a un mois, il y en avait une il y a un mois je crois, conférence. Après Climate c'est très très grand en fait, du coup il y a énormément de projets différents, je ne suis pas forcément tout seul. Ok, mais en tout cas c'est une association qui je bosse depuis 2 ans, donc c'est cool.
Félicitations à vous. Peut-être Tristan, une réaction sur ce premier tour de table ou Par exemple, ouais, j'ai plein de questions aussi. Alors, les questions, on les développera plus tard, d'accord. Plus tard, peut-être une première réaction. On passe à la section suivante. Moi, je trouve ça formidable. J'ai envie de vous dire bravo d'emblée de voir que des jeunes gens comme ça s'intéressent à des choses énormes comme ça. On se dit toujours qu'est-ce qu'on peut faire, et vous arrivez à trouver des solutions incroyables. Donc, j'ai juste à dire big up, quoi. C'est tout. Ou au moins essayer. Ce qui est déjà Voilà, très c'est bien. déjà énorme, incroyable. On aura l'occasion, garde tes questions Tristan, on aura l'occasion de développer ces sujets-là qui nous passionnent dans les prochaines minutes. Je voulais juste, comme toutes les semaines, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire un petit focus sur le buzz de la semaine. On s'arrête sur un fait d'actualité qui nous a marqué. Du coup, vu qu'on reste dans la thématique du voyage, du bateau, n'est-ce pas certes, du coup on va vous envoyer de l'autre côté. Donc ne bougez pas, on revient tout de suite pour le buzz de la semaine. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. Sois l'élève et je serai le professeur. Yes sir. Cette semaine, dans le buzz de la semaine, on a retrouvé cette vidéo qui a été postée par le New York Times en direct de Hong Kong, puisque du coup, la montée de la violence à Hong Kong a augmenté d'un cran, si vous me passez l'expression. La confrontation entre la société civile, les manifestants et les autorités se sont durcies. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. En tout cas, moi, elles m'ont profondément choqué, c'est-à-dire que du coup vous avez la police qui tire à balles réelles sur les manifestants. Ça fait peur. Après il y a aussi une montée en violence des manifestants. C'est des mecs, des nanas, ils savent qu'en 2047 ils vont être chinois, quoi. Donc on dit les militants pro-démocratie, mais pour eux c'est une urgence totale, quoi. Et ils ont l'armée chinoise qui est aux portes. Donc c'est aussi d'un côté normal de, à un moment donné, essayer de faire bouger les choses de leur côté, quoi. Mais alors là, si la police, il me semble que c'est la police en fait semi-autonome de Hong Kong qui a tiré. Voilà, c'est la police anti-émeute de Hong Kong. La police française est extrêmement violente, mais on en parlait de là-bas, dans la première émission, quoi. D'ailleurs, on a des nouvelles de ce manifestant ? Alors a priori il a été hospitalisé et du coup oui on a des nouvelles. Non seulement il a été hospitalisé, mais en plus de ça je crois que c'est un lycéen. En fait il est en cours de je vais vous donner le détail. En fait le gouvernement, donc le jeune manifestant hongkongais qui avait été grièvement blessé mardi par un tir à balles réelles de la police, a été inculpé pour participation à une émeute et agression d'un policier. Donc ça c'est les autorités chinoises qui l'annoncent. Il risque 10 ans de prison. Ouais. C'est ça, il risque 10 ans de prison. Sachant que leur stratégie, quand même, à la base, il faut quand même le rappeler, c'est d'éviter le plus possible la confrontation avec la police. C'est-à-dire qu'ils vont être ultra mobiles, ils vont être énormément organisés pour collectivement éteindre des lacrymogènes, être mobiles dans les stations de métro. Donc leur objectif, même si la violence monte, c'est pas l'affrontement avec la police. Ça, faut le rappeler quand même. Bien sûr. Peut-être une réaction. Est-ce que vous avez vu passer ces images ? Moi pas du tout, mais j'en ai vu d'autres auparavant. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la merde. Partout dans le monde. Idem, moi j'ai pas vu les images là dont tu parles de cette semaine, et j'avais vu quelques images avant, et c'est clair que oui, ça... On a hésité à vous les passer, on a pris la décision de ne pas le faire parce que du coup vous pouvez aller sur internet et je pense que ça sera très bien comme ça. En fait, je vais ouvrir un peu le débat parce que je vois que du coup là je vous ai un peu coupé la motivation à parler de ce sujet. En tout cas, je vous ai un petit peu arrêté dans votre élan. Il y a quand même un sujet, puisque du coup, la confrontation entre Hong Kong et la République démocratique de Chine, on le rappelle, c'est sur, en fait, vu que Hong Kong est une ancienne colonie anglaise, en fait, du coup, ils ont un statut qui est semi-indépendant, et la Chine avait négocié un accord avec Hong Kong pour que, du coup, au bout d'un certain temps, en fait, les ressortissants de Hong Kong soient sous le même régime d'autorité que les Chinois. Et du coup, c'est toute la question de l'extradiction de ces citoyens hongkongais. Donc on est toujours dans la même thématique, c'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle, c'est une galère sans nom pour se déplacer d'un point A ou un point B. On a d'un côté les différents types de statuts qu'on peut avoir, on va développer ça tout au long
de l'émission. Qu'est-ce que, d'un point de vue plus philosophique, pour ouvrir un petit peu cette émission, qu'est-ce que ça vous inspire de vous dire qu'en fait, aujourd'hui, la mobilité internationale est si contraignante et contrainte finalement à de l'autorité? C'est très ancien. C'est depuis le début de l'humanité, de la sédentarisation, on a fait les camps, on a fait les clans, et aujourd'hui c'est juste, Adam et Ève, épisode 150 000, c'est les mêmes problèmes qu'il y a depuis. J'ai pas vu la saison. Faut que tu me racontes. Hein. J'attends toujours qu'on se fasse une soirée Netflix d'ailleurs. Mec, on propose ça à des filles qu'on a envie de coucher normalement. Je sais pas ce que t'as en tête. Arrête de me mettre dans une case. Ouais, les garçons d'ailleurs, mais j'ai pas Netflix. Alors, moi j'ai Netflix. On va tous chez toi pour une soirée Netflix. Une phrase de Nekfeu. Mais plus sérieusement. En fait, on peut avoir une espèce de naïveté à dire putain, je comprends pas et tout, mais quand tu lis l'histoire, on reproduit les mêmes erreurs depuis le début. Et c'est quoi alors ces erreurs-là? Les téléphones, les ordinateurs, on a la même. Intrinsèquement, on est les mêmes. On est très en opposition, très sur les différences, très sur les. Et là. Là, le problème qu'il y a là en Hong, c'est un peu le problème qu'il y a à Barcelone avec la Catalogne et l'Espagne. C'est un peu le même problème que tu peux trouver en Haïti sur certains. Enfin, c'est des problèmes qui se répètent, et je me dis, effectivement, est-ce qu'on arrivera un jour à. Je pense qu'on essaye, hein, certains gens depuis des années essayent de créer un espèce de truc global, mais franchement, l'être humain, il est flingué. Hein. Donc en fait, c'est ça plutôt le problème, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Emeline, une réaction, toi qui es mobilisée au quotidien avec des jeunes sur ces questions-là. Je dirais qu'effectivement, oui, la mobilité internationale, c'est peut-être un sujet qui est un peu compliqué, mais ça dépend pour qui en fait, je pense. Oui. Parce que quand on regarde en fait les aspirations des personnes qui se déplacent aussi de ce qu'on appelle les pays du Sud vers d'autres pays, elles peuvent finalement avoir les mêmes motivations que juste des personnes de nos pays, de France, qui veulent juste aller voyager, partir d'un pays A à un pays B pour autre chose que juste. Et en fait, je pense que ce qui est peut-être compliqué, c'est une espèce de vision ultra sécuritaire en fait de ce que ça peut être qu'un mouvement de population et je pense que du coup en fait on a un peu peut-être une mondialisation à deux vitesses avec un libre-échange en termes de marchandises, de biens qui est total et qui est de plus en plus fort. On a vu tous les accords internationaux, là très récemment le CETA qui est passé, et en parallèle c'est rien de nouveau, mais en parallèle effectivement les populations qui sont un peu plus qui ont beaucoup moins de liberté de circulation, voire qu'on va obliger à migrer d'un point A à un point B, et typiquement ça va être, quand on regarde les migrations orientales, j'en reviens à ça, ça fait partie d'une potentielle catégorisation en fait des migrations qui va être les relocalisations, ce qu'on appelle. Et du coup, ça va être un État qui va décider que pour un certain projet industriel, on va déplacer toute une partie de la population d'un point A à un point B. Et ça se passe pas forcément toujours très bien, forcément. Ça a été le cas notamment en Chine avec les constructions de barrages. Donc là, l'extradition des Hongkongais, j'imagine, ça va être un peu le même genre de. Il va y avoir dans tous les cas des. Un genre de dynamique. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que oui, c'est Amina, un problème. peut-être une réaction sur la mobilité internationale et par rapport à ce que vous venez de dire, certes, que c'est vieux comme le monde finalement. Qu'est-ce que... Alors après, qu'en penses-tu ? Après sur la thématique d'Hong Kong, c'est vrai qu'avec le sauvetage en haute mer, je suis un peu loin, mais sur la question de la mobilité, ce qui me semble important, c'est que sous prétexte qu'on repense les mobilités d'une façon ou d'une autre, que certains droits fondamentaux ne soient pas remis en cause, et notamment celui de ne pas mourir en mer, qui est celui qui nous importe, et donc plus loin que ça, c'est la question de l'assistance à personnes en danger, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a quand même des lois internationales, un cadre législatif, et de voir qu'aujourd'hui il est menacé pour des raisons plus ou moins politiques ou idéologiques parfois, ou pour d'autres raisons, est extrêmement dangereux. Et nous, on demande vraiment à ce que ces lois-là en mer soient respectées. Moi, je vais juste revenir sur une chose que tu as dit en début d'émission, puisque du coup tu dis que Hong Kong, en effet, c'est un peu loin, mais est-ce que, et ça c'est l'un des sujets qu'on traite dans C'est quoi ta France toutes les semaines, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler un petit peu la dimension globale de ces problématiques-là. Alice qui nous a rejoint nous donnera son avis également. Bonsoir Alice, merci d'être là. Ce que tu disais tout à l'heure,
Amina, que vous n'étiez pas une association à statut européen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc je ne vous jette pas la pierre à aucun moment. Je le stabilise simplement pour les auditeurs. Et de bien comprendre qu'en fait, la dimension de créer des organisations supranationales sont certainement un des leviers demain et après-demain pour construire en fait des logiques de pensée qui sortent du national uniquement. Comment est-ce que vous confrontez à ça au quotidien et comment est-ce que vous travaillez vous au sein des SOS Med? Bon, alors déjà au niveau associatif, nous on travaille vraiment tous ensemble, qu'il s'agisse de l'asso qui est en Suisse, en Italie, en Allemagne ou en France. Mais je rebondis sur l'aspect international et notamment européen. C'est sûr que la question du sauvetage en haute mer en Méditerranée centrale, elle ne concerne pas que l'Italie, elle concerne l'ensemble de l'Europe. Et nous, notre demande, c'est que l'Europe mette en place un système de débarquement qui soit pérenne, qui soit prévisible à l'avance, qu'on puisse savoir dans quel port on va débarquer une fois qu'on a des rescapés, et surtout qui soit concerté, que les États européens soient concertés auparavant. Et donc là, il y a eu un mini-sommet à Malte il y a quelques jours. Il y a des décisions qui vont peut-être être prises, mais on attend vraiment du concret. Alice, peut-être une réaction, rebonsoir Alice, merci d'être avec nous, peut-être une réaction sur la dimension globale des organisations. Est-ce que c'est un point qui est nécessaire et central au XXIe siècle pour développer des idées, les faire vivre et les défendre? Bonsoir, désolée d'être en retard. Si tu peux juste bien parler dans ton micro s'il te plaît. Bonsoir et désolée d'être en retard. C'est moderne. C'est super high-tech. Déjà, merci beaucoup pour m'avoir ce soir. Et j'ai suivi tout le débat depuis le taxi en arrivant et j'ai tout écouté. Et j'étais assez passionnée. Et en fait, la question du global, à partir du moment... Enfin, moi, je fais partie des personnes qui ne croient plus aux frontières. Qui ne croient plus aux États-nations. Les conventions des Nations Unies ont été écrites il y a 70 ans par des vieux mecs blancs qui se sentaient pas forcément concernés par la situation des déplacements forcés et en plus dans un contexte de guerre froide. Et est-ce qu'une organisation globale peut résoudre la question? Je ne sais pas. Est-ce que les mouvements de citoyens... Mais je me mets à rêver, je suis une grande bisounours là-dessus, avec plaisir. Est-ce que les citoyens, si on crée une vague, un mouvement open source et qu'on réfléchit à comment redessiner les conventions internationales et refaire les gouvernances mondiales autour des migrations, en priorité par les personnes qui sont concernées, celles qu'on appelle les réfugiés, les exilés, et que ce soit elles qui redessinent les choses un peu à la manière du code finalement, comme dans l'open source, comme dans GitHub, où les personnes écrivent, puis d'autres personnes rajoutent et améliorent. Je me dis que c'est peut-être là que réside la solution et finalement la vraie révolution du XXIe siècle. Je suis évidemment en faveur de faire modifier des conventions, des textes de loi. Le débat qui arrive le 7 septembre à l'Assemblée nationale sur l'immigration me fait personnellement vomir, mais d'un autre côté, si je peux contribuer à faire avancer un tout petit peu les choses, why not? Mais derrière, est-ce qu'on n'est pas dans une phase d'apartheid climatique qui va faire que, tu parlais tout à l'heure des personnes qui... des relocalisés, des quotas autour de ça. Je rencontre énormément d'organisations internationales qui me disent « Oui, mais tu comprends, aujourd'hui, maintenant, il va y avoir moins de demandes d'asile acceptées et plus de relocalisation. » Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ça veut dire qu'on va pouvoir se permettre de trier les personnes, ça veut dire qu'on va laisser encore plus de gens mourir aux frontières et qu'on va dire non, mais finalement on va mettre des quotas, on va choisir le nombre de personnes qu'on va accueillir et alors que la Convention de Genève dit toute personne persécutée dans son pays d'origine a le droit de demander asile, si on est à 400 millions de personnes réfugiées climatiques en 2050, évidemment, tout le monde ne va pas accepter 400 millions de réfugiés. Alors oui, pour le coup, sur la question de la Convention de Genève, en fait, les migrants environnementaux, les réfugiés climatiques, un réfugié, c'est un terme en fait un peu militant, un peu médiatique. Mais en fait, les migrants environnementaux ne rentrent pas justement dans la Convention de Genève. Et donc là, c'est un débat sans fin chez les chercheurs sur cette question, de savoir si oui ou non il faudrait modifier la Convention de Genève ou rajouter et créer en fait un statut de toute pièce pour les migrants environnementaux. Mais alors là, se pose toute la question du cadre. Qui est-ce qu'on insère? Comment on définit? Est-ce qu'un migrant économique est un migrant économique ou climatique? Ou devrait avoir l'asile politique? Et alors, il y a encore le cas des apatrides qui, du coup, perdent leur nationalité parce que leur État disparaît, en fait, que ce soit le gouvernement ou le territoire. Et donc, sur cette question, en fait, la réponse, elle peut même pas... En fait, pour le moment, sur la question des migrants environnementaux, il n'y a même pas de réponse internationale dans les conventions qui existent déjà.
En fait, c'est peut-être parce que les organisations internationales n'existent pas encore. Alors, elles ne se sont pas encore posé la question. Ou n'ont pas envie. Ça les mettrait en danger. Il faudrait une volonté politique extraordinaire en fait, pour répondre à ces questions. Et dans les récents pactes qui ont été signés, il y a eu des micro-embryons. En fait, je pense au pacte de Marrakech. Il y a eu un micro-embryon en fait, de débat sur la question des migrants environnementaux. Mais ça restait très basique. En fait, c'est respecter les droits fondamentaux des migrants. Et tu disais qu'effectivement, quand on prend la Convention de Genève, ça date du début des années 50. Trop vieux. Et en fait, c'est une époque surtout où la question environnementale se posait absolument pas. Il y avait moins d'êtres humains. Et c'était vraiment... Oui, alors il y avait moins d'êtres humains, mais je pense aussi qu'il n'y avait pas du tout cette notion en fait, de migration environnementale et on sortait vraiment d'une période où la question c'était, on a divisé entre économique et politique et on pensait en fait que c'était bon en fait. Et aujourd'hui, amender cette convention-là, ça pourrait aussi la remettre en danger. On va essayer de donner des idées, en tout cas, à ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui et qui ont l'air de ne plus en avoir. On va passer le mash-up de la semaine, comme ça on va pouvoir dérouler sur tous ces sujets. Je vois que, Emeline, tu fronces les sourcils. Au moment où j'ai dit mash-up, je vais revenir sur un mot, certainement l'une des punchlines de l'émission, ça sera l'apartheid climatique. On reviendra sur ce terme que j'aime beaucoup. Avant de lancer le mash-up, juste une petite présentation, mais je te laisserai le faire tout à l'heure, Alice, sur Singa, l'organisation que tu as cofondée, que tu représentes, qui est aujourd'hui dans 8 pays, si je ne dis pas de bêtises. 10 à partir de la semaine prochaine. Écoutez, félicitations, on est ravis de pouvoir fêter ça avec vous. Et vous êtes aussi bien implanté au niveau hexagonal. 10 villes, ouais. Du coup, on va vous passer le mash-up, parce que du coup, en plus, j'ai fait un petit... Hop là. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Round 1, fight! Une fois que la glace aura fini de fondre au pôle Nord, il y a toute la banquise qui va débarquer quand même, il faut le savoir. Hein. Non mais ça va arriver vite. Là pour l'instant on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a 2 ou 3 ours polaires qui se noient. Et évidemment, ils vont demander le statut de réfugié parce que les Esquimaux vont pas rentrer dans le cadre de l'immigration choisie. Hein. On va leur demander alors, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter, qu'est-ce que vous savez faire, des maisons en glaçons. Ça dégage, hein. On va les mettre dans des camps et puis voilà. Ouais. Tempête à répétition, montée des eaux, tremblements de terre, sécheresse, nombreux sont les cataclysmes environnementaux qui poussent chaque année des populations entières à partir loin de chez elles. Il y a beaucoup de points communs entre les enfants et les migrants. C'est vrai, hein. Les deux sortent de l'eau, ils connaissent pas la langue et leur premier contact avec la France, c'est une baffe dans la gueule. Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'augmentation de la population mondiale, vous l'aurez compris, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques dans 50 ans si aucune mesure n'est prise. La formule favorite de Donald Trump pour qualifier son projet est, je cite, « privilégier l'immigration choisie à l'immigration subie ». Heureusement qu'on renvoie pas les enfants comme on renvoie les migrants, hein. Hein? Oh, ce serait vache quand même, non? T'imaginez à l'accouchement? Alors Mathis, il faut que tu repartes. Autrement dit, endiguer le flot de l'immigration clandestine et favoriser une immigration légale et à l'avantage des États-Unis. Voilà. Eh ben tu repars Mathis. Hein? Je sais pas, tu retournes dans les couilles de ton père. L'Europe avait promis qu'il y aurait des relocalisation, qu'on allait aider l'Italie, qu'on allait aider la Grèce et qu'on allait prendre les gens à l'arrivée et les redispatcher vers le reste de l'Europe. Les engagements n'ont pas été tenus, ils ont été tenus en moyenne à 35%. One country which has a huge historic responsibility, especially in terms of migrants from Africa, is France because of colonial times. Comment sortir de l'enfer de Calais? La situation n'a jamais été réglée. Pourtant, personne n'y trouve son compte. Ni les migrants, évidemment, entassés dans un bidonville que l'on appelle la jungle. Pour l'instant, sur les 30 000 réfugiés qu'on a promis d'accueillir en 2014, on en a accueilli environ 1500. Alors, dans le même temps, on estime à 15 000 le nombre de migrants noyés en Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Méditerranée a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France.
Vue du ciel, voici le bidonville il y a 1 an. Depuis, toute la zone sud, ici hachurée, a été démantelée. 2/3 de la jungle, rayée de la carte. Singa, c'est une communauté de plus de 15 000 personnes en France qui permet de mettre en relation les réfugiés et la société d'accueil autour de passions et de projets. Pour décloisonner, pour déverrouiller, pour mettre en réseau, on a monté des programmes pour la société avec les réfugiés. Mais on ne peut pas accueillir, on prend notre part, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. C'était le mash-up de la semaine sur les réfugiés climatiques. Fait-il trop chaud pour se serrer les coudes? Je vous invite à le retrouver sur la chaîne YouTube de C'est quoi ta France, sur les réseaux sociaux. Donnez-nous vos réactions. Toutes les semaines, il y aura une petite, je le rappelle, pour les petits nouveaux, le mash-up c'est en fait une revue de ce qui se passe sur le net. On a fait de la veille pour vous mettre un condensé par rapport au sujet des meilleurs éléments qu'on souhaitait vous présenter. On a fini avec Singa, qui est certainement l'une des organisations les plus innovantes sur l'inclusion. Alice, est-ce que tu veux bien, pour ceux qui ne connaissent pas Singa, nous parler en fait de vous et de comment vous travaillez? C'est toujours un peu délicat parce que je crois que chaque personne qui fait partie de Singa a sa propre définition de ce que c'est. Moi, j'aime bien définir ça en disant on crée de l'amour, on crée du lien. On s'est aperçu en 2012 avec quelques potes que la plupart des ONG qui travaillaient sur la question de l'accueil et de la migration étaient souvent dans une démarche d'aide et très ascendante, sans forcément demander aux personnes, ok, c'est quoi ton rêve le plus fou? Qu'est-ce que tu as envie de construire? On était toujours sur des démarches d'urgence et moi je travaillais dans des organisations humanitaires, je travaillais aux Nations Unies dans lesquelles premièrement les personnes concernées n'étaient pas les personnes qui décidaient de leur avenir et deuxièmement il y avait évidemment, tu vas avoir un logement, tu vas avoir un emploi, tu vas avoir tout ça, mais il n'y avait pas forcément de lien social, il n'y avait pas forcément de création d'amitié, de création d'amour. Donc on a très vite commencé à poser la question aux personnes réfugiées, demandeuses d'asile qu'on a rencontrées, de quoi as-tu envie, de quoi rêves-tu? Et on s'est aperçu que elles avaient envie de faire plein de choses et en premier de se faire des potes. Moi, une des premières remise en question de ce que je faisais est venue au début de Singa où on avait mis en place des tutorats où des Français donnaient des cours de français à des personnes réfugiées et un jour il y a eu une des tutrices françaises qui dit mon réfugié est trop con, il fait pas ses devoirs. Donc il faut déconstruire la phrase, mon réfugié. Juste là, il y avait un problème. Et on est allé voir le réfugié en question qui me dit mais écoute Alice, je suis diplômée de Cambridge, j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai monté des cliniques pour lutter contre la mortalité infantile. Honnêtement, être et avoir, j'en ai rien à foutre. Je préfère me dire que je vais pouvoir sortir, boire un verre, être vue, reconnue pour ce que je suis et pas juste comme un bénéficiaire. Et petit à petit, on a créé une communauté, on était 30, puis 300, puis aujourd'hui on est 30 000, on est dans plein de pays. Et c'est vraiment ce côté mouvement citoyen. On s'est aperçu, c'est très logique, mais que plus une personne réfugiée avait de potes de la société d'accueil, plus elle avait accès à un emploi, à un logement, à l'amour, au mariage. Il y a de tissu social finalement. Oui, mais c'est pas juste ça, je pense. Plus un local connaît de réfugiés, moins il est raciste. Et moins il y a de racisme, mieux on se porte en soi. C'est vrai que c'est une très belle présentation. Et ouais, mais en fait, dit comme ça, c'est très simple. Je pense vraiment que c'est pas à coup de hashtag condescendant qu'on va changer les choses. Il y a une proportion des sociétés d'accueil qui sont profondément humanitaires, qui vont aller vers l'autre. Mais moi, ma question, c'est et ceux qui savent pas, ceux qui sont au milieu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse? Parce qu'en marketing, ça coûte 12 € de transformer une peur en un vote pour le Front National à coup de fake news, de Français de souche, de dire un migrant a tué tant. On a un tarif pour ça. Il y a un tarif, il y a des tarifs, il y a des recherches qui existent là-dessus. Il y a Cambridge Analytica qui a été un scandale. Et ma question, c'est ok, et ceux qui sont au milieu, ceux qui savent pas, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'on leur balance des informations qui vont les biaiser. Et mon Dieu, que je suis concernée. Je reçois énormément de menaces de mort et de menaces de viol, merci Français de souche,
Ou alors, est-ce qu'on leur fait vivre une belle expérience? Est-ce qu'on leur fait vivre une belle histoire? Est-ce qu'on fait en sorte qu'un mec qui sait pas trop comment se positionner, mais qui aime le foot, il va aller faire un foot avec une personne réfugiée, ils vont pas parler d'asile, ils vont pas parler de réfugiés, ils vont faire un foot. Et le mec va changer son postulat vis-à-vis de ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des discours médiatiques et politiques qui sont super court terme, qui sont clivants, qui polarisent à l'extrême, encore plus aux États-Unis, par exemple. En Europe, quand je vois Trump, j'ai envie de me dire que ça va encore. Mais dans une polarisation à l'extrême, un réchauffement climatique qui fait qu'on a des millions de personnes qui sont forcées de se déplacer et les ressources de cette planète sont limitées. Or, les politiques des États ne sont pas limitées. On peut les remplacer. Et je pense que c'est là qu'on a un rôle à jouer, c'est faire en sorte de transformer un vote en l'expression de la fraternité et du lien social. Et ça, il n'y a que la rencontre qui va permettre de changer ça. Et au-delà de la rencontre, vous avez des pistes de réflexion sur comment est-ce que du coup, au-delà par le vote, comment est-ce qu'on peut traduire de façon contraignante pour les États, les institutions internationales qui, comme on l'a dit, sont encore sur des vieux logiciels et que ça lag un petit peu, quoi. Le système démocratique, il est cuit un peu. Si on attend le vote pour pouvoir... on vote une fois tous les 5 ans, c'est quand même très limité en 5 ans. Pour les présidentielles, mais il y a d'autres élections. Ouais, si tu veux compter les cantonales. Les municipales, l'année prochaine par exemple. Européennes. Les européennes l'année dernière. Non mais je veux dire, il y a des européens. Pardon ? T'as déjà vu un député européen ? Mais oui, on connaît Raphaël Glucksmann, tu sais, en plus t'as fait le stand-up avec lui, donc tu vois, tu l'as croisé en plus. Il a dit qu'il était pas très politique et maintenant il... Ah bah oui, mais ça, et d'ailleurs on l'a contacté, on va le faire venir dans C'est quoi ta France. Moi j'ai très envie de faire un C'est quoi ton Europe avec Raphaël. C'est basique, c'est ce que je fais un peu quand je fais de l'humour, c'est paraît bête, mais quand tu fais rire des gens, tu règles la plupart des problèmes. Et en fait, on n'a pas assez, on théorise trop, on théorise la vie avec des trucs très complexes, alors qu'un être humain a juste besoin de ça, te regarder dans les yeux, elle sourit, et maintenant la barrière elle est cassée. Moi, quand je suis pas bien, je vais voir Certes, et du coup, ça va beaucoup mieux. Et en plus, pour rebondir sur ce que disait Alice, qui parlait en fait, on fait de l'amour, et bah Certes aussi fait de l'amour parce que du coup, ton spectacle s'appelle Amour. Exactement. Tu veux nous dire un petit mot? C'est cool. Non, c'est vrai que j'ai mon spectacle s'appelle. C'est la première fois que je te vois rougir. Hein? C'est la première fois que je te vois rougir. Allez, je peux rien faire pour toi. Je vais écrire tes blagues. S'il te plaît. Si on doit faire des choses, d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que je pense que tu avais ton rôle de présentateur. Tu as dit, oui, indépendamment de l'amour, qu'est-ce qu'on peut proposer comme. En fait, non, il n'y a pas d'indépendamment. C'est ça la réponse. Oui, non, mais d'accord, mais l'idée, c'est, tu vois, il y a de la dimension un peu amour, etc., qui, dans la réelle politique, fait un peu bisounours. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, peut-être, Amina, qu'est-ce que vous, chez SOS Med, à part de l'amour, parce que je sais que vous avez... mais on a beaucoup d'amour. Mais personne n'en doute ici. Comment est-ce que vous faites chez SOS Med pour aller au-delà, en parallèle de l'amour, qu'est-ce que vous proposez ? Une fois qu'on a vu le spectacle de Cercle, qu'est-ce qu'on fait chez SOS Med? Mais plusieurs choses. Déjà, moi, quand j'entends ce terme amour, je pense à prendre soin de l'autre. Et ça, c'est notre deuxième mission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sauvé les gens qui sont sur le bateau, on a une équipe de médecins, donc avec psychologues, sages-femmes, parce qu'il y avait aussi eu des accouchements sur nos bateaux. Parfois, il y a des tout petits bébés. Là, sur un des tout derniers sauvetages qui a eu lieu en pleine nuit, sur un bateau pneumatique qui était en train de se dégonfler, les marins sauveteurs ont entendu des cris de bébés. Et c'était un enfant qui était né vraiment, qui avait à peine une semaine et qui a vécu ses premiers jours en mer, dans les eaux internationales. Donc, on a des médecins qui sont là, des psychologues. Sur le bateau, il y a des jouets pour les enfants, un espace pour les femmes et les enfants, un espace pour les hommes, une clinique. Donc, prendre soin des gens jusqu'à les ramener dans un port sûr, c'est-à-dire là où les droits humains seront respectés, fondamentaux seront respectés, ça c'est notre deuxième mission. Et ensuite, pour rebondir sur qu'est-ce qu'on fait plus globalement, c'est la mission de témoignage, le devoir de témoignage. Parce que pour reprendre ce dont vous parliez tous les deux tout à l'heure, c'est vrai que les gens, on crée du lien, un regard, ça permet de changer beaucoup de choses, de rire, d'avoir des potes, etc. Ouais, bien sûr, souvent les gens ne savent pas, tout simplement. C'est pour ça que nous, notre mission de sensibilisation, elle est d'abord celle-là à terre, c'est de sensibiliser les gens, de leur expliquer ce qui se passe, leur expliquer la situation, ce drame humanitaire qui se joue à nos portes. Et quand les gens savent, ils réagissent. Ils réagissent et ils nous soutiennent. Je rappelle que SOS Méditerranée, c'est financé à 98% par des dons privés. Donc c'est dire
comme les sociétés civiles nous soutiennent. Et le Shine Viking, c'est 14 000 € par jour. Donc c'est de sacrés fonds à avancer. Tristan, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Moi j'ai toujours mes questions. Mais vas-y, je t'en prie. Alors c'est parti pour mes questions. Alors moi, est-ce qu'on peut me vulgariser la position de la France actuellement ? Alors j'ai un peu des petits préjugés sur Manu, donc, mais est-ce qu'on peut me repréciser ? Il a dit il y a quelques jours, je crois, pour accueillir mieux, il faut accueillir moins. Pastichant un peu une réplique de Rocard, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit exactement. Je vais pas répondre à ta question, mais un peu. Ça fait 50 ans qu'on nous bassine des débats sur l'immigration avec des quotas, avec des nuances, avec des petites choses. À la fin, tout ça, c'est un peu toujours la même chose et on ne fait pas avancer quoi que ce soit. La position de Macron, grosso merdo, c'est la même que Sarkozy, c'est la même qu'Hollande, avec des nuances, hein, bien sûr. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Il parle de l'AME, de réformer l'accueil, mais c'est... Ok. Et Ça fait des années qu'on nous bassine là-dessus. Il y a quand même une obsession de la frontière, de rassembler immigration avec l'identité, avec citoyenneté, avec laïcité, stigmatiser les personnes. Mais ce sont des démarches politiques et démagogiques. Au sein des partis, au sein des gouvernements, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent. Que ce soit des ministres, des députés. Moi, je pense à Aurélien Taché qui travaille avec Macron, qui fait ce qu'il peut. C'est, je crois, le seul mec qui a envie d'un monde plus fraternel et plus humain dans lequel on vivra ensemble. Mais chacun fait ce qu'il peut. En soi, Macron, par rapport aux autres, désolé, mais pour moi, il est ni mieux ni pire. On est toujours dans les mêmes logiques contre-intuitives de oui, mais on va quand même accepter certaines personnes, mais pas d'autres. Oui, mais on va respecter le droit d'asile qui a été écrit il y a 70 ans. Mais le statut de réfugié climatique, c'est con, ça n'existe pas. On va quand même pas travailler pour en créer un. Et puis il y a les méchants migrants économiques avec les gentils réfugiés politiques. Donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut remettre en question profondément et pas dire ok, on a quelqu'un qui arrive et qui est profondément anarchiste, mais peut-être se reposer la question de l'inclusion, arrêter de se dire il y a eux versus nous et commencer à se poser les questions d'un nous commun face aux enjeux du XXIe siècle qui sont les nôtres, et notamment le climat. D'ailleurs, à ce propos, ce plateau est excessivement intéressant puisque on va avoir d'un côté Emeline qui travaille sur la question de sensibilisation, de mobilisation aussi, sur comment est-ce qu'on peut expliquer ces phénomènes de réfugiés climatiques. On va avoir également Amina qui est bénévole et impliquée sur toute la question de comment est-ce qu'on peut les accueillir quand en fait les institutions sont en train de faillir. Les sauver en mer, oui. Les sauver en mer et du coup de les accueillir sur un bateau pour leur trouver un port de destination. Et puis on va voir la dernière brique qui est représentée par Alice ce soir. Quand en fait les réfugiés arrivent, comment est-ce qu'on fait justement pour créer du lien, pour faire en sorte qu'ils puissent s'insérer dans la société, ils puissent trouver leur place. Comment est-ce que vous voyez la question climatique autour de ça ? C'est-à-dire on a tout au long de la saison de C'est quoi ta France, on en parle de ces thématiques-là, on en a parlé la semaine dernière également, on en reparlera également dans les prochains formats. Comment est-ce que la dimension de réchauffement climatique va impacter les décideurs politiques selon vous ? Et est-ce que ça c'est peut-être une opportunité de pouvoir débloquer la situation, en tout cas débloquer les mentalités ? Qui veut commencer Est-ce que je peux te rajouter une brique ? Parce que je trouve effectivement il y a toutes les briques, mais il y a une brique que tu n'as pas abordée et que je fais. Je suis haïtien d'origine, un des pays les plus pauvres du monde, là, on connaît Haïti. Et j'y vais tous les ans, j'ai une association là-bas, et où je travaille pour que les gens ne partent pas, les enfants ne partent pas du pays. Parce qu'il y a aussi cet aspect local qui est de pourquoi il y en a plein, il y a des gens qui partent. Et il y a ce travail-là qui est également, je pense, pas forcément assez fait, parce que je le vois avec les Haïtiens, ils regardent la télé, ils voient l'Europe, ça ouf, ils veulent partir du pays. Ce qui se passe beaucoup, je pense, avec les migrants en Afrique. Il n'y a pas assez de travail en local sur ce que je fais avec les enfants via le jeu d'échecs. Je te remercie de dire ça, parce que c'est vrai que tu donnes des cours d'échecs en Haïti notamment, mais aussi en France. Ouais. Et c'est cette brique également locale, je pense, qui est peut-être la 4e brique, d'accord, de ce travail-là à faire. Les locaux,
ils n'ont pas 26 000 alternatives. Et peut-être. Mais ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que en fait, comment est-ce que si toutes les universités ou toutes les opportunités d'emploi se trouvent en Europe, du coup, c'est sûr que ça crée des facteurs d'attraction. C'est parce qu'ils ont pas. Nous, on a la chance d'avoir on nous apprend la créativité, mais tu prends en Haïti, là, je suis en train de travailler avec deux cousins à moi. Il y a beaucoup, c'est une poubelle, c'est la poubelle des Caraïbes. Haïti. Attends, je suis sûr que je peux trouver leur prénom, parce que j'ai vu ton sketch, je suis sûr que je peux trouver les prénoms. Ceux-là, tu les connais pas. Ah non, on parle pas ceux-là. Bateau et Mickelson. Bon bah écoutez, Bateau et Mickelson, on les embrasse. Mais on travaille par exemple sur l'écologie dans le sens où il y a recyclage. Ils ont créé une petite société de recyclage de plastique. Ils n'avaient pas forcément cette idée-là. D'accord. On a travaillé ensemble. Donc en fait, il n'y a pas assez les idées innovantes européennes. Elles ne descendent pas dans les pays africains, dans les pays tiers-mondistes, je ne sais pas si cette expression-là. Donc c'est peut-être une des choses. Donc on en revient finalement à la mobilité internationale et le fait que dans l'autre sens, la boucle est bouclée, du coup, si on ne favorise pas la mobilité internationale, on crée des zones de tension au niveau des institutions, au niveau aussi de la société civile. Peut-être Amina, ou Émiline, peut-être une réaction sur les réfugiés climatiques et sur ce que vient de dire. Question notamment du coup de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes sur place, c'est hyper important je pense parce que effectivement la plupart en fait du discours sur les migrations environnementales, sur les migrations climatiques, il provient quand même des pays occidentaux et on oublie en fait vraiment ce qu'on peut faire, peut-être ce que les pays en fait d'origine peuvent faire. Et ce que la pour certains c'est compliqué en fait. Alors pour certains c'est compliqué, mais en fait je pense qu'on est très focalisé aussi, comme je disais tout à l'heure, sur peut-être cette vision un peu sécuritaire et de dire qu'est-ce qu'on va faire en fait pour se prémunir des migrations, au lieu de se dire en fait comment on pourrait faire en sorte que les pays réussissent à développer des politiques publiques d'adaptation au changement climatique, d'atténuation sur place. Sur place, et ça passe. Ça passe aussi par les conventions internationales, les réunions internationales. Là, il y a la COP25 qui va s'ouvrir, et le développement aussi d'un cadre légal en fait et politique qui soit à la fois international et qui permette aux pays desquels les migrations partent en fait de pouvoir aussi s'adapter. Et je pense peut-être se reposer la question de qu'est-ce que font aussi les gens qui migrent pas tout simplement en fait, qui sont ce qu'on appelle alors j'ai le terme en anglais, les trapped populations, c'est les gens qui sont coincés en fait et qui n'ont pas les moyens économiques ou sociaux de migrer. Et c'est ce que disait Serge, c'est-à-dire qu'on fera un format là-dessus, on fera un C'est quoi ton Afrique, il y a Pascal Blanchard qui viendra nous voir notamment. C'est la question du franc CFA, on va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais du coup ça fait partie aussi de ces agrégats économiques qui viennent déstabiliser en fait les pays locaux. On développera toute cette partie. Peut-être Amina pour conclure sur la dimension médiatique que peuvent prendre la thématique du climat et du réchauffement climatique dans vos actions. Comment vous le traitez ça ? Quand tu me parles de climat et de nos actions, je pense à là très récemment les conditions météorologiques qui se dégradent en mer et qui rendent les sauvetages plus difficiles. Donc nous, notre approche du climat, c'est d'abord celle-là. Et ensuite sur effectivement le climat qui va faire qu'il y aura de plus en plus de migration ou que c'est une cause. Moi, je pense que la question des causes est une question à part. Dans la question des migrations, la question de l'accueil en est une autre. Il y a des organisations qui le prennent très bien en charge. Nous, la nôtre, elle prend en charge un autre problème qui a ses compétences propres, qui est le sauvetage en mer. Et c'est là-dessus que nous, on se concentre aujourd'hui. Très bien. C'est vrai qu'on le disait, la question de la mobilité internationale, elle est prenante depuis le début de l'humanité. Tu l'as ressouligné tout à l'heure à juste titre. Est-ce que ça t'énerve pas, Tristan, toi, de te dire qu'on est toujours des années en 2019 au 21e siècle, toujours bloqué un peu dans ce système-là Qu'est-ce que t'en penses ? Moi j'en pense que je suis vénère. Ouais. Et t'es le seul à être vénère ou pas ? Alors non, moi je suis pas le seul à être vénère. Il y a aussi Yanis qui est venu ici ce soir pour vous dire pourquoi il est vénère. Du coup tu nous le présentes dans un instant ? Voilà. Où est Yanis ? C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Je m'énerve. Et si je m'énerve, c'est que j'ai des raisons de m'énerver. Tu veux les connaître, mes raisons de m'énerver ? Ce que je voudrais, c'est que tu te calmes. Je me calmerai le jour où la surface de la planète sera propre. Le jour où les enfants pourront respirer de l'air pur. Salut Yanis. Salut à tous, coucou. Comment ça va ? Ça va super bien, ouais, ça va. Tu m'as l'air en forme, hein ? Oui, mais je suis un petit peu vénère quand même. Moi, je m'appelle Yanis, je viens de Melun. J'habite à Melun, ouais. Ah ouais. Voilà, c'est ça.
Et alors moi je suis vénère parce que la dernière fois j'étais dans mon train de banlieue, voilà, comme tous les matins, et j'avais le journal du métro sous les yeux et on me parlait de Chirac. Je comprends pas, tu vois, moi tout ce consensus autour de Chirac. Pourquoi les gens ont toujours besoin d'avoir une idole déjà, tu vois, un personnage principal tout le temps, un papa qui nous parle à la télé. Ils ont bien oublié le bruit et les odeurs quand même. Non, tu trouves pas? Même SOS Racisme a rendu hommage à Chirac, sans déconner. C'est comme Obama qui a un putain de prix Nobel de la paix, juste parce qu'il est cool, et pas du tout médaille d'argent des ventes d'armes dans le monde à l'époque. Non mais c'est comme quand Chirac fait son discours, la maison brûle. Sans déconner. La maison brûle et on regarde ailleurs. Et on pourra pas dire qu'on savait pas, un truc comme ça. Non mais c'est dingue. Le mec il a juste dit ça et après il a rien fait et on l'aime. Werner, moi je le dis. La maison brûle et on regarde ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Yanis, du coup? Bah, moi, je sais pas, je dis ça et tu m'aimes, tu vois. Je dis juste ça et tu m'aimes. Je t'aimais avant que tu le dises, mais c'est vrai, bien sûr. Bon, en tout cas, tu vois, j'étais dans mon train de banlieue et là, oups, tu vois, genre le train il est passé sur quelqu'un, peut-être, tu vois, un suicidé, un désespéré, ou un dodane. Mais en fait, après, le mec il a parlé dans le métro, il a dit, voilà, accident voyageur. C'est comme ça qu'on dit quand il y a un mec qui s'est tué ou une nana qui s'est tuée. Alors là, tout le monde a râlé en levant la tête de son téléphone en regardant Netflix. Et puis moi, j'ai pensé à ce type-là ou à cette nana-là, qu'est-ce qu'il a ou avait vécu pour se suicider. Et puis j'ai aussi pensé à tous ces anonymes, en fait, tu vois. Au-delà de Chirac, tous ces gens qui meurent, tu disais qu'ils étaient des centaines, des milliers à mourir en mer. Moi j'ai vu qu'il y avait 600 morts cet été qui étaient morts en mer. Nawal, Ghanais, Zebida, des Syriens, Érythréens, Soudanais, ces gens qui font tout, qui ont tout fait pour aller jusqu'à chez ceux qui ont déjà en eux accueilli toute la connerie du monde. C'est comme pour l'enterrement de ma grand-mère. L'enterrement de ma grand-mère, c'était aujourd'hui. Je la salue là où elle est. J'ai pas compris pourquoi on a parlé plus de la mort de Jésus que de sa propre mort à elle. Les sujets. Enfin, il y a un écran de fumée, à part l'usine là qui a explosé. On n'en parle pas de cette fumée-là. On n'en parle pas. Mais il y a un écran de fumée sur des sujets vraiment importants. Moi, j'ai envie qu'on me parle de ces gens qui meurent. Non, mais sans déconner. Franchement, celui qui est parti pour traverser la Manche à la nage, il en est mort. Tu vois, tous ces gens, toutes ces femmes, tous ces hommes qui risquent de devenir des esclaves en Libye, sans déconner. Tous ces gens qui sautent des barrières sans médaille d'or à la clé derrière. Hein. Petit big up aux athlètes en ce moment. Et pourquoi ? Pour être des gens qui vivent normalement, comme nous. Hein, des hommes et des femmes qui vivent normalement. Moi, c'est ces héroïnes-là et ces héros-là du quotidien que j'ai envie de saluer. Et puis demain, quoi, les réfugiés climatiques, tu vois, quand il fera 50 degrés à Marseille, on dira quoi? Le Nord-Pas-de-Calais n'a pas vocation à accueillir toute la misère des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, bientôt il va faire trop chaud. Peut-être trop pour se serrer les coudes. Je ne sais pas si on peut être optimiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'au fond des cales, dans les bateaux des passeurs, les corps inertes, eux, n'ont pas fini de se serrer. Alors, hommage à ces héroïnes, hommage à ces héros, mais pardon, j'ai trop parlé d'eux là, c'est un peu trop long. On retourne sur la messe. Chirac. Merci Yanis. Je vous en prie, bonne soirée. Mais à la prochaine, on va essayer de te trouver une solution pour que du coup tu sois un peu moins tendu, un peu moins énervé. Qu'est-ce qu'autour de la table, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à Yanis et à d'autres sur, en fait, si on est sensible à ces questions-là, comment est-ce qu'on peut faire demain et après-demain pour justement essayer d'infléchir une tendance qui est un peu morbide, on l'a souligné à plusieurs reprises. Alice, peut-être pour enchaîner. Merci Yanis de dire moi j'ai envie qu'on parle d'eux parce que j'ai pas le sentiment que ce soit très courant. Alors je vais pas dire chez les auditeurs, mais en tout cas dans les médias. L'envie d'en parler. Moi, je suis régulièrement contactée par des gros médias mainstream qui me disent viens débattre de la politique d'immigration, de tel débat ou tel débat, et puis peu importe ce que je vais raconter, de toute façon, il va y avoir des images de gens qui meurent. Alors j'ai beau dire le futur de la société passera par les opportunités présentées par la migration. La migration est une opportunité, non pas une crise. L'entrepreneuriat, la création d'emplois, le lien social, la fraternité. De toute façon, on va m'apposer des gens qui sont en souffrance, en pauvreté, en misère et qui meurent. Sauf que moi, ce que j'entends beaucoup chez les personnes réfugiées, c'est attends, ça c'était un moment de ma vie.
C'est pas toute ma vie. Ça, c'est un passé. J'ai pas forcément envie de le mettre en avant non plus. C'est une réalité, bien sûr, mais c'est pas toute ma réalité. Je suis 10 fois plus complexe que ça. Et ce que j'apporte dans la société qui m'accueille est 10 fois plus complexe que ça, que ma souffrance, que ma misère. Et on l'a beaucoup vu avec Singa parce qu'en 2015, on a lancé une plateforme d'accueil chez l'habitant qui s'appelle Calme, pour Comme à la maison. En 2 semaines, on a eu 10 000 personnes qui ont postulé pour accueillir. Et je vous mentirai pas, c'est sur ces 10 000 personnes, il y a quand même beaucoup qui étaient dans un élan de pitié. Et c'est pas mauvais la pitié en soi, mais quand on va accueillir quelqu'un, il faut faire le deuil du réfugié idéal et se dire oui, je suis habité avec quelqu'un et en fait je vais pas être dans une démarche de je vais l'aider, c'est la pitié, etc. Pour répondre à ta question, Werner, il y a cette rencontre là qui se fait à un moment. Tout le monde parle des réfugiés tout le temps. Peu de personnes prennent le temps de les rencontrer. Quand on regarde dans les sondages, les questions qui sont posées, c'est qu'êtes-vous prêt à faire en faveur de l'accueil des réfugiés ? 30% des Français ont envie de faire plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est quand même 20 millions de personnes. Et les questions qui sont posées sur qu'est-ce que vous avez envie de faire, c'est signer une pétition, faire un don, héberger, 3% des Français, et que des choses comme ça, et faire du bénévolat. Il n'y a jamais écrit rencontrer la personne. Et à partir du moment où on ne se rencontre pas, il n'y a rien qui peut se faire. Ni l'emploi, peut-être le logement, mais rarement l'entrepreneuriat, rarement des solutions durables. Et à force de penser la migration, alors bien sûr, il y a un moment où les personnes ont besoin d'aide, et puis il y a un moment où elles ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et c'est peut-être ce moment-là qui manque très très cruellement, non seulement à la France, mais aussi à l'Europe ou à l'Amérique. C'est pas de la politique, Parle dans ton micro, s'il te plaît. Parce que ça sort du cadre politique, c'est là où les gens, on a besoin des citoyens. C'est purement politique. Les choix administratifs sont politiques, mais la rencontre, ça va être dur d'imposer par les politiciens. Ça viendra du privé. C'est nous. Ouais, mais regarde, j'ai bossé avec Jean-Louis Borloo à un moment parce que il y a quelques mois, il était en charge du plan banlieue. Et puis quand je parle des réfugiés, je dis bah oui, qu'on bosse ensemble, qu'on soit potes, éventuellement qu'on se marie. Je dis ah bon, mais il va nous voler nos femmes peut-être. Et tu vois qu'un mec comme ça qui est en charge du plan banlieue et qui dit mais finalement est-ce que c'est si important que ça qu'ils viennent dans nos centres-villes ? Tu vois la différence ? Ouais. Il y a 40 ans, on a traité l'immigration comme si c'était un truc qu'on mettait en périphérie de la société française. Aujourd'hui, on a l'opportunité de rejouer les cartes différemment. C'est pas une périphérie, quoi. C'est une question d'enjeu et de futur commun. C'est pas eux versus nous. C'est le nous commun. Alors, on n'en veut pas dans nos centres-villes, non, mais en fait, on va recréer du lien partout. Et oui, c'est le rôle du politique que de penser de façon inclusive et non pas créer davantage de barrières entre les gens. C'est vrai. Vous souhaitez réagir Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, là, ce que vous avez dit tous les deux, ça me fait penser au fait que c'est très important de dire que ces gens-là, ce ne sont pas des victimes. Les gens qui font cette traversée, c'est des gens très courageux. Tu as employé le terme de héros et je crois qu'il est assez juste, en fait. C'est des gens qui ont déjà bravé des choses très dures dans leur pays, qui ont parcouru des kilomètres, qui sont passés par la Libye, qui ont réussi à prendre ce bateau pour ensuite survivre en mer. Et c'est des gens qui, en effet, ont des projets. Et il y a une médecin légiste italienne qui s'appelle Cristina Cataneo, qui fait un travail formidable. Là, on a fêté l'anniversaire, le triste anniversaire hier du naufrage de Lampedusa, celui qui a lancé le premier Mare Nostrum, la première opération de sauvetage menée par l'Italie, qui en un an a sauvé 150 000 personnes. Et c'est dans les suites de ça que nous, SOS Méditerranée, on s'est créé, puisque l'Europe n'a pas pris le relais. Et donc, elle a, à partir des naufragés de Lampedusa, elle a essayé de reconstituer leur identité. Et elle l'a fait en trouvant des bulletins scolaires, un tel qui voulait faire des études, en fait, qui venait pour ça. Vous avez peut-être aussi entendu parler il y a eu un roman à succès, Ne me dis pas que tu as peur, de Giuseppe Catozzella, de cette coureuse olympique, Samia Youssouf Omar. Et il y a quelques jours, on a appris la mort d'un champion également de kung-fu yéménite. Voilà, il y a tout un tas de gens qui sont des gens qui ont des projets, des grands projets, et qui font ces voyages-là aussi pour pouvoir les accomplir. Et je crois que c'est important de remettre ça au centre. D'humaniser les gens et pas de voir tout homogène alors que c'est exactement. Et du coup, en fait, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, j'ai l'impression qu'en fait c'est le spectre médiatique qui pose problème, parce qu'en fait on a, s'il n'y a pas de rencontre qui se fait, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'effort de la personne, du citoyen de se tourner vers les autres ou d'être dans l'ouverture, en fait on a simplement le regard
va nous présenter le format médiatique et qui lui justement biaise et peut détruire du lien plutôt que d'en construire. Il simplifie à l'excès, c'est très bien. Ouais, et nous, c'est pour ça qu'on accueille des journalistes. À chaque tour de l'Ocean Viking, on a toujours 2 journalistes à bord. Pour nous, c'est très important que toutes les opérations soient filmées. Il y a même des caméras installées sur le bateau. Alors déjà pour travailler en toute transparence, mais aussi pour que les gens voient ce qui se passe. Du coup, toi, tu vas sur les bateaux? Non, sur l'Ocean Viking, c'est vraiment que des professionnels. Alors soit des journalistes, soit des marins, soit des médecins. Ouais, on n'a pas assez de place, toute place gardée pour un je me souviens, je les avais contactés, ils me disaient non, toi tu sers à rien, on va prendre un marin. Et du coup, j'avais fait de l'optimisme, mais du coup ça n'a pas suffi. Je retenterai ma chance plus tard, certainement. On va passer à la section suivante pour un petit peu détendre l'atmosphère. L'idée, c'est que je vous fais des propositions et vous me dites si vous aimez ça, ou en fait vous me dites I like it ou qu'est-ce que c'est que ce beans. Viens la noix du coco. Alors en Belgique, on a vu l'application Fudo, je ne sais pas si vous en avez connaissance, elle relie les acteurs locaux et les consommateurs. C'est-à-dire que du coup, elle met en contact les agriculteurs locaux et ceux qui souhaitent faire du circuit court. Donc ils vont te donner en fait sur l'application le meilleur moyen d'acheter en circuit court. Like it. T'as un piège Non, t'as pas l'air sûr. Non mais détends-toi, ça tout va bien. Ça passe pas par Monoprix, c'est forcément une bonne chose. D'accord, très bien. Si c'est validé, à gauche c'est validé ou pas? C'est une radio de gauchiste en fait. Grave. On m'avait pas prévenu, c'est scandaleux. Pas d'étiquette, surtout pas dans C'est quoi ta France, s'il vous plaît. On a vu en migration, ils survivent à un naufrage en flottant sur leur sac de cocaïne. Vous allez dire vrai ou faux? Non. On peut dire qu'est-ce que c'est que ce beans? Vous dites ce que vous voulez. Est-ce que vous avez vu passer l'info? Non. Et c'était entre la Colombie et l'Amérique centrale. Voilà. C'est une vraie info. Ouais. Ça a l'air de t'inspirer, mon vieux. La drogue, c'est mal. Sauf quand ça flotte. On a vu en Inde interdire les déchets plastiques à usage unique. Ça c'est forcément oui, c'est très bien. Si on pouvait faire la même en France, ça serait top. Mais qu'est-ce qui nous manque alors? C'est dingue ça. Je sais pas, des sénateurs qui ont vraiment envie de le faire, je pense. Et puis en Inde, c'est vraiment appliqué partout? Je sais pas, ça on n'a pas vérifié. Par contre, si vous nous écoutez en Inde, dites-nous si jamais il y a des petites défaillances, on en parlera avec plaisir. Mais pourquoi douter d'ailleurs? Ça se trouve ils le font et ça fonctionne très bien. C'est pas parce que chez nous on est complètement nuls et qu'on n'arrive pas à le faire que les autres sont nazes. C'est une loi votée par le Parlement. C'est très français ça. Les autres font. J'espère, je le souhaite que ce soit vraiment appliqué. Mais on vérifiera si tu veux. Ça sera l'un des fils rouges de l'émission. Alors les déchets plastiques à usage unique. Oui. En quoi c'est cool? Non, justement, ils interdisent les. Ils interdisent les déchets plastiques à usage unique. Le déchet, un déchet, c'est quelque chose qui a été jeté après utilisation. Ils interdisent la construction des objets plastiques à usage unique. Moi, ce que j'en comprends, c'est que les déchets plastiques à usage unique, par exemple, tu sais, les cuillères, les verres, les trucs, que tu peux pas réutiliser, en fait, du coup, ils interdisent que tu puisses le produire. Genre quand tu prends l'avion et qu'on te file ton gobelet, ta fourchette, ta cuillère à usage unique. Ok, la fabrication de. C'est cool. Ça va, tu valides? T'es convaincu ou pas? Ouais. On passe à la suivante. On a vu à Hong Kong, on va revenir sur Hong Kong, le Bluetooth utilisé contre la surveillance chinoise. Il manque des mots, non? Le Bluetooth utilisé contre la surveillance chinoise. Ça fonctionne, hein? Mais je peux développer. Mais oui, développe. Ah, voilà. C'est quoi? C'est les manifestants? Si vous n'allez pas me chercher, moi je vous laisse en galère. Après, tout ce qui est contre la surveillance chinoise, t'as envie de dire oui. Oui, à la date. En fait, ils ont trouvé que c'était le meilleur moyen de communiquer sans se faire pister, en fait. Donc du coup, ils communiquent des informations de manifestants en contournant la sécurité intérieure. Voilà. Okay. Donc on dit ça, on en parle parce que du coup j'en profite pour dire petite parenthèse bison énervé. Du coup en termes de mobilisation ce week-end il y a le rassemblement de XR samedi et dimanche qu'on a reçu les 2 dernières semaines. Allez y faire un tour si vous avez l'occasion. Allez-y en famille aussi puisque du coup tout est organisé pour que ça puisse fonctionner de cette façon-là. Donc peut-être une petite astuce qui vient de Hong
Hong Kong, peut-être utiliser le Bluetooth à l'avenir, les gars. Ça sera peut-être plus efficace. Alors moi c'est marrant, mais j'ai été contactée par quelques activistes hongkongais qui m'ont demandé comment on avait réussi à mettre en place en France le grand débat pour calmer les gilets jaunes. Ah, c'est très bien parce que du coup je voulais en parler, mais qu'est-ce que tu leur as répondu? D'ailleurs, on fera un format sur. J'ai rédigé tout un dossier sur voilà comment Macron a mis en place le grand débat et voilà quelles sont les modalités de mise en œuvre. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant en fait de faire le parallèle parce que ces activistes-là voyaient dans le grand débat une des solutions possibles de sortie non violente de dialogue avec la Première ministre. D'ailleurs, est-ce que c'est un lien direct avec la Convention citoyenne sur le climat? Non. Non, d'accord, c'est deux choses différentes. Parce que du coup, j'avais dans les informations que je voulais vous donner, je ne sais pas si vous avez suivi, mais d'ailleurs, je crois que Climate s'est impliqué sur la question Tu peux nous en parler? La Convention ou c'est pas plutôt la Constitution? Alors du coup, il y a le tirage au sort qui a été effectué là sur des citoyens pour qu'ils puissent faire des propositions évidemment non contraignantes, sinon ça serait beaucoup trop rigolo. Et donc du coup, il y avait 150 citoyens qui ont été tirés au sort. C'est l'initiative de j'ai plus son nom, ça va me revenir. De Cyril Dion, qui a écrit son ouvrage. Donc ils avaient lancé, vous en avez entendu parler, j'imagine? Non. Du coup, ils ont lancé ce mouvement avec un système de tirage au sort qui est une espèce de convention citoyenne sur le climat pour faire des propositions. Voilà. Et donc dans ces tirés au sort, il y avait Cohn-Bendit, et donc du coup, il a refusé parce que ça faisait un peu too much. Je n'ai pas connaissance de l'implication de Climate là-dedans, mais je ne connais pas tous les projets de Climate, donc c'est possible. Et sur la constitution écologique, peut-être tu peux nous en dire un mot. Avant de te laisser développer, en fait, tu as parlé de la COP tout à l'heure, tu as parlé de la prochaine COP, parce que du coup, nous, on avait fait un duplex avec Climate sur les anciennes COP. Où ça en est? Comment ça se passe? Je vais faire un point COP à chaque fois parce que... Comment ça se passe la COP? Non, comment ça se passe au niveau de la... C'est la combienième déjà là? C'est la 25e. Comment on fait pour que ça fonctionne, les gars, là, du coup? Qui fait pour que ça fonctionne? Vous étiez en Pologne, toi, pour la COP 24 ou pas? Non, j'ai pas. C'est pas elle qui a fait toutes les COP, on dirait que c'est. Alors les COP, il y a 400 personnes dans Climate. En place, il y avait toute une équipe de Climate. Alors vous en êtes où la COP là? Effectivement, il y a des gens de Climate. D'ailleurs, il y a une personne de Youth on the Move qui part Lucie, elle part dans quelques jours au Chili pour la COP. Elle pourrait vous en parler sûrement bien mieux que moi. Je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire. L'idée, c'est d'impliquer les jeunes dans les négociations internationales. Bien entendu, c'est des choses qui vont être non contraignantes, mais ça permet de faire avancer le débat. Je ne sais pas trop ce dont tu voudrais... Non, mais simplement que tu me donnes ton avis. C'est vrai que, en fait, ça c'est un des sujets qui est sur les questions climatiques aussi, sur les questions des réfugiés, sur les questions migratoires. En fait, la dimension, en fait, toutes les institutions qui eux ont le pouvoir de faire avancer les choses, elles le font pas nécessairement par rapport à l'opinion populaire. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Puisque du coup, on sait très bien que le caractère contraignant va être un critère important pour pouvoir passer d'une idée qui alimente le débat à une action qui se met en place et qui peut résoudre des problématiques. Le caractère contraignant dans les textes internationaux, c'est clairement pas Climate qui pourra l'ajouter, ça c'est sûr. Sur beaucoup de textes internationaux, le problème c'est de passer de la proposition du texte à une signature par les pays et enfin une ratification. Et ça prend en fait un peu de temps et c'est là que ça devient contraignant. Mais il y a beaucoup de textes en droit international qui ne le sont pas. Et notamment tout ce qui est les déclarations qui ont un peu forgé... le droit international de l'environnement, Stockholm, etc. Et là, notamment, il y a par exemple une proposition d'un pacte mondial pour l'environnement qui se voudrait contraignant. Donc qui serait signé et ratifié par les États, c'est ça? Que les juristes en fait, qui l'ont créé souhaiteraient contraignant, signé, ratifié par les États. Mais on en est encore à l'embryon. Pour le moment, il n'y a pas encore de... la dimension contraignante n'a pas encore été acceptée. Il y a eu des oppositions de certains pays. On voit la notion de contraignant. En gros, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme ta meuf. Si jamais elle te dit tu sors pas ce soir, en fait tu sors pas, tu vois. Du coup, alors que pas contraignant, ça veut dire qu'elle te dit ça, si mais tu sors, t'es puni. Voilà, exactement. Et donc du coup, les États se comportent un peu. Contraignant. Non, c'est pas contraignant, sinon on ne serait pas là. C'était contraignant, de respecter les. Ils utilisent vraiment le mot contraignant. Oui, c'est un mot. C'est un terme légal. Moi, je travaille aux Nations Unies sur la Convention pour la biodiversité. Quand un État dit oui, je vais protéger l'environnement, ne vous inquiétez pas, si c'est pas contraignant,
tu dis ce que tu veux. Et tous les ans, ton État va envoyer un rapport à l'ONU pour dire regardez, on est gentil, on a vachement bien respecté la protection de la biodiversité. Donc quand je bossais à la biodiversité, l'État numéro 1 qui protégeait le mieux la biodiversité selon son rapport, c'était l'Iran. Et en deuxième, il y avait l'Italie. Donc, on est quand même assez loin de la réalité de la protection de l'environnement. Et après, tu as des textes qui sont contraignants où genre, en fait, si tu n'obéis pas, tu as des amendes, tu as des sanctions, et puis en fait, on va vraiment t'emmerder. Okay. On va faire un dernier. L'émission va toucher à sa fin. On va faire un dernier tour de table pour que vous puissiez parler un petit peu de vos actualités chacun. Qu'est-ce que vous souhaitez aux auditeurs? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le 21e siècle? Avant qu'on fasse le tour, j'ai juste une question. Est-ce que du coup, parce qu'on l'a vu dans le mashup, est-ce que Amina, vous avez rencontré, vous travaillez peut-être avec Carlotta Rackete, l'italienne? Carola Rackete. Toutes les ONG, bien sûr, on se connaît, elle est sympa ou pas? Elle a l'air très sympathique, moi je la connais pas personnellement, mais c'est intéressant que tu la mentionnes, puisque effectivement on a tous en tête ce moment où elle a forcé le passage. Le caractère contraignant du coup le caractère et la sanction. Voilà, et finalement elle n'a pas été sanctionnée, puisque la justice italienne l'a libérée. Et que la société civile s'est mobilisée aussi. Bien sûr, énorme. Et c'est très important, il faut le souligner. Énorme mobilisation, mais ce sur quoi je veux revenir, c'est les raisons pour lesquelles elle a fait ça, et qui n'ont pas encore disparu, parce que tant qu'il n'y a pas de mécanisme pérenne de débarquement, on va se retrouver confronté à ce genre de situation, et l'Ocean Viking, au mois d'août, s'est retrouvé 14 jours avec quasiment 200 personnes à bord, sans savoir où débarquer. Donc imaginez une ambulance entre, je sais pas moi, Béziers et Montpellier, qui a des rescapés et puis ensuite des blessés. À l'heure de l'apéro ou pas? Et à l'heure de l'apéro, okay, parfois avec de l'orage en plus, et auquel on dit bah non, en fait, l'hôpital de Béziers ne vous accueillera pas, ni l'hôpital de Montpellier, et qui fait donc des ronds autour d'un rond-point. Bah voilà, c'est ça qui s'est passé en mer pendant 14 jours, et ça c'est inadmissible, c'est pas envisageable. Peut-être, je trouve que c'est intéressant. Peut-être, Alice, comment est-ce que tu vois ça, justement, cette moi, je suis de Béziers, du coup. C'est vrai, t'es de Béziers? Ah bah du coup, choisi. Très bien. Et ça va, du coup Non. Ok, pardon. Pas du tout. Parce qu'on n'a pas commencé l'apéro encore. Comment je vois ça? Alors, malgré tout ce que j'ai pu raconter cette dernière heure, je ne crois pas être profondément anarchiste. Je pense vraiment que ça va passer par une soft révolution, par, je l'ai dit, la création de liens, mais aussi les belles histoires. Comment on peut modifier le narratif? On parle beaucoup de narratif aujourd'hui. Comment on peut raconter une autre histoire de la migration? Alors oui, faire réaliser aux gens qu'il y a des horreurs qui se passent, c'est fondamental et très important. Et tu viens de dire pas envisageable. Le problème, c'est que tellement de gens l'envisagent que j'ai comme l'impression... Enfin, dans les guignols de l'info, ils ont dit encore une histoire de réfugiés, c'est la rubrique chien écrasé de la journée. Et c'est dégueulasse. Et en même temps, on en est un petit peu là. Il y a la théorie en journalisme du mort-kilomètre. Oui, tout à fait. Donc... Comment on arrête de faire en sorte qu'il y ait une théorie du mort-kilomètre et chacun peut se sentir concerné et chacun peut sentir que ça lui parle et que ça parle à son futur, au futur de ses gosses, au futur de sa société et pas ma société, moi, blanche, française, vivant dans ma vie privilégiée, mais moi, habitant de cette planète qui est en train littéralement de se dégrader, de partir en fumée et sur laquelle on va juste faire en sorte de gentiment contrôler la vie ou pas des humains. Donc, je pense que là, pour nous, la seule solution, parce qu'on est dans une course, c'est une course. Quand tu vois Trump, ce qu'il peut raconter... Une course contre qui, du coup? Contre le populisme, contre la haine. C'est même pas contre les méchants, en fait. C'est contre la haine et les stéréotypes. Et encore une fois, je vais reciter Cambridge Analytica, parce qu'on est quand même sur un scandale démocratique qui fait qu'on fait élire des gens sur la base d'informations qu'on leur fait passer sur ces machines-là, sur un smartphone. Bien sûr. Donc on a plusieurs enjeux ici. On a des enjeux tech, on a des enjeux citoyens, on a des enjeux politiques, on a des enjeux médiatiques. Encore une fois, c'est pas, et puis c'est pas pour dire Singa est la solution, mais je pense se rencontrer, écouter des histoires, donner la place aux histoires, donner la place aux personnes réfugiées pour qu'elles puissent s'exprimer, c'est la solution. On parlait tout à l'heure de conventions internationales, je suis entièrement d'accord. À partir du moment où elles sont écrites par des personnes réfugiées, à partir du moment où elles sont écrites par des personnes concernées, qui décideront elles-mêmes de leur destin, et pas des personnes qui ont des enjeux électoraux derrière. Super, vous avez fait des propositions dans ce sens-là certainement aux institutions, aux chefs d'État que voilà, ils puissent participer et contribuer
peut-être au statut de réfugié version 2.0 Oui. Oui. Oui, c'est pas. Enfin, quand on parle d'open source et de réécrire les textes et les lois via des mouvements citoyens, c'est pas forcément ce qui a le vent en poupe aujourd'hui. On a beaucoup parlé du référendum d'initiative citoyenne ces derniers mois. J'ai pas le sentiment qu'il y ait eu. Alors, s'il y a eu écoute, mise en avant de l'initiative. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Point de vue société civile, en tout cas en France. Dans d'autres pays, je n'ai pas forcément connaissance. Et je trouve que la France est plutôt pas mal avancée sur ces domaines-là, mais on est très loin du parfait. Mais non, il n'y a pas forcément d'écho de la part des dirigeants politiques de donner la voix aux personnes qui ne l'ont jamais eu et qui sont pourtant les plus concernées. Et vous avez quand même, j'imagine, des relais au sein des institutions, des gens qui vous écoutent, qui ont envie de faire avancer les choses ou d'accélérer un petit peu certains process pour que, en fait, il n'y ait pas ce genre de drame et que vos activités soient peut-être aussi à terme, il y ait moins d'utilité de ça. On le souhaite en tout cas, je pense. Bien sûr, mais alors nous, on a fait des propositions concrètes en ce qui nous concerne. Et la proposition concrète, donc j'ai parlé du débarquement, du système de débarquement pérenne, mais c'est aussi tout simplement que c'est pas la société civile de le faire. Les États européens ont signé des conventions dans lesquelles ils sont engagés à préserver le sauvetage en mer. Donc contraignant. Et donc, qui devrait être contraignant. Et c'est là qu'on en vient à cette question de parfois des contradictions entre législation internationale et législation nationale, qui est un autre sujet. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une mission européenne de sauvetage en mer. Parce que du coup, en fait, c'est ce qui viendrait compléter, ou en tout cas, le Frontex, c'est ça ? Alors Frontex, c'est pas du sauvetage. Frontex, c'est complété, je veux dire dans le, il y a la même antenne, mais qui s'occupe en fait pour le sauvetage. Ça serait formidable. Ok. Donc ça, c'est une proposition que vous faites. Oui, c'est une demande. D'accord. Et du coup, vous l'avez adressée à la Commission, au Parlement. On l'a adressée, on a fait des lettres. Oui, on l'a adressée par tout un tas de biais. Elle est très clairement formulée par SOS Méditerranée. Oui. D'accord. Parce que si jamais on peut vous donner un coup de main, on le fera avec plaisir pour soutenir cette initiative. Avec joie. Emeline, peut-être mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous faire partager Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à Climate pour cette année ? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? On se voit plus à la COP 35, c'est ça ? Oui, peut-être qu'il y a un peu plus de liens. On a beaucoup parlé de connaître un peu plus les personnes migrantes, réfugiées, etc. Peut-être essayer après c'est personnel, de décloisonner un peu en fait les catégories de migration, réfugiés, apatrides, déplacés, etc. Et peut-être, moi en tout cas personnellement, c'est rajouter effectivement beaucoup de participation et un rôle de la société civile qui puisse être beaucoup plus important, et en même temps permettre l'émergence d'un droit de l'environnement et de l'homme en fait, et droit humain et de l'environnement, et pas encore une fois cloisonner ces deux sections-là, et s'ils pouvaient être écrits par les personnes qui subissent directement, ou pas forcément subir d'ailleurs. Ça a été c'est pas le droit de l'enfant là, de Greta Thunberg là, c'est pas. Elle s'appuie sur les droits des enfants. Droit des enfants, elle s'appuie sur le droit des enfants justement pour parler de la dimension environnementale. Oui, exact. Ça a déjà été fait ça. Non, ça n'a pas été fait dans la mesure où il n'y a pas vraiment le droit de l'environnement n'inclut pas. Après, il y a des mouvements pour les droits des fleuves, les droits. Alors voilà, il y a des mouvements. La semaine dernière, on recevait justement Marine d'organisation de Wild Eagle qui parlait justement de ça, qui travaille sur les écocides. Donc il y a des initiatives qui existent. Alors les écocides, oui, c'est un gros sujet. Faire reconnaître en fait le crime d'écocide. On en parlait la semaine dernière. Pardon ? C'est Marine Calvé ? Oui, tout à fait. Que tu connais certainement. Un peu. D'accord, très bien. Écoute, on l'embrasse si elle nous écoute. Je vous invite à aller voir le podcast. Marine dit des choses passionnantes. Elle est passionnée justement sur son engagement. Voilà, c'était l'Avengers de la semaine dernière. Tristan, une réaction peut-être sur tout ce qui s'est dit. On s'inquiète un peu pour ton pote Yanis, pour être très franc. Pourquoi ? Parce qu'il est très en colère ? Parce qu'il est en colère et que du coup il y a quand même la société civile qui se bouge et voilà, même si les représentants politiques ne sont pas dans le coup, il y a quand même il se passe des choses. Non mais là il a été apaisé quand même d'une certaine manière, parce que en fait Yanis c'est quand même un militant comme disait l'ami Renaud avant d'embrasser les flics, du parti des oiseaux quoi, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau.
Et là, il a vu quand même ce soir un échantillon des meilleurs représentants des militants du parti imaginaire humaniste, et il les salue bien fort. Bon, écoutez, on l'embrasse. Certes, parle-nous de ton actualité, parce que tu fais le timide depuis le début de l'émission. C'est le moment de lâcher les chevaux, là, vas-y. Je fais pas le timide, j'écoute attentivement et je me réjouis de voir des êtres humains qui ont du cœur. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que le mal se développe à cause de l'inaction des gens de bien, mais il y a des gens de bien qui font des choses, donc c'est cool et ça fait bien plaisir. Moi, ma actualité, c'est un peu un prolongement de ce qu'ils font. Je mets ma vie un peu au service du monde, dans le sens où j'utilise l'art pour ça. Je me suis rendu compte qu'avec les études que j'ai pu faire, que des choses sont très complexes, ou en tout cas citées comme complexes. C'est quand j'ai écrit mon livre là, que je viens de sortir, il s'appelle « Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas ». L'idée, elle est là, c'est qu'il n'y a pas de ça, l'histoire d'une rencontre entre une métisse sud-africaine qui est pour l'apartheid et un mec qui bosse à la défense, qui a en fait les passerelles, on se ment en créant des frontières. J'ai créé une société de production il y a 2 ans qui s'appelle Pangée Production, Pangée qui est le hypercontinent, cet état d'esprit sans frontières, de cette espèce d'unité, c'est ce que j'essaie de développer au maximum. Et je pense, moi, l'axe de travail que j'ai, c'est la jeunesse. J'ai donné cours d'écriture aux jeunes enfants pour arriver à transmettre leurs idées de manière intelligente, intelligible, de manière efficace. En vous écoutant, ça m'a donné même l'idée. C'est vrai que le problème qui manque souvent, c'est le storytelling. Je me rends compte que moi, plus je fais de la scène, plus on m'écoute, et je me dis, il y a des gens qui savent pas forcément s'exprimer. Donc si on les apprend à s'exprimer sur les histoires, ça pourrait être intéressant. La semaine prochaine, je vais chez Good Planet pour écrire sur l'environnement, pour vulgariser les changements écologiques, climatiques. Je me dis par exemple un truc, en vous écoutant, je me dis ce serait hyper intéressant que le storytelling sur les migrants, les immigrés, ça peut être hyper intéressant de leur faire des cours de comment transformer leur histoire en quelque chose d'intéressant et d'audible, d'intelligent, en mettant de l'humour. L'humour, c'est le vecteur, avec l'humour et l'amour, c'est les 2 vecteurs universels. Si tu mets de l'humour dans une histoire qui est soi-disant triste, moi je parle d'Haïti, les gens ils tapent des barres pendant une demi-heure, alors je parle de ma mère qui est arrivée, qui j'ai accouché à moitié dans un hôtel, alors que j'ai rend drôle derrière, mais je pense que ça m'a donné des idées en fait. Courez voir Serre, parce que vraiment moi j'ai vu son spectacle à plusieurs reprises et ça vaut le détour. C'est plein de poésie, donc je vous invite vraiment à aller le voir. On te suivra tout au long de la saison, depuis le temps que l'on se connaît. Alice, je vais te laisser le mot de la fin, ou en tout cas l'un des mots de la fin, pour que tu puisses faire une dernière présentation. Avant ça, j'aimerais que tu nous dises, parce que je le sais, mais je préfère te l'entendre dire, qu'est-ce que ça veut dire Singa en lingala? Singa, ça veut dire le lien en lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo. On ne voulait pas que l'organisation s'appelle Bienvenue réfugiés. Tous ensemble. Et puis je dirais, quand tu arrives du Bangladesh et qu'on te fait dire réfugié, c'est compliqué quand même. On voulait quelque chose qui marche dans toutes les langues. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Serre, moi je suis à fond pour qu'on fasse des choses ensemble là-dessus, parce qu'on a beaucoup de troupes de stand-up, de théâtre, et je pense que tu as beaucoup à enseigner aux personnes, mais elles ont aussi beaucoup à t'apprendre, parce qu'on a beaucoup de comédiens qui sont des personnes réfugiées et qui se produisent pas d'ailleurs parfois sur scène, ou qui font des films, ou qui s'autoproduisent, ou qui sont dans des collectifs. Et je trouve que c'est la partie la plus compliquée de mon taf, c'est de dire on est sur un pied d'égalité. Et c'est pas un reproche, c'est juste que quand on me demande tu fais quoi dans la vie, je suis là genre, alors comment décrire mon travail? Je travaille dans une organisation qui travaille avec les personnes réfugiées. T'as dit le mot réfugié, t'as dit un gros mot, de toute façon. On va te dire, ah ouais, et alors tu leur trouves du boulot et tu les aides à s'intégrer. Bah non, en fait, on fait en sorte... C'est un peu un mélange entre Meetup, Tinder, Facebook, LinkedIn, où on crée du lien, mais juste parce que t'as des personnes qui ont besoin de créer du lien. Et comme je disais tout à l'heure, plus un nouvel arrivant, et alors que tu appelles ça réfugié, demandeur d'asile ou migrant, c'est pareil, connaît de personnes des sociétés d'accueil, plus il est heureux, plus quelqu'un des sociétés d'accueil connaît de nouveaux arrivants, moins il est raciste. C'est un peu Nadine Morano qui dit mon meilleur ami est plus noir qu'une arabe. On a tous adoré cette phrase, mais en même temps, si Nadine Morano avait beaucoup d'amis plus noirs que des arabes, elle dirait pas ce genre de phrase, et ce serait complètement mainstream et on se poserait pas la question.
Singa, pour moi, c'est un monde dans lequel ça, c'est mainstream. C'est mainstream à travers le lien social, à travers des entrepreneurs. On gère aujourd'hui 8 incubateurs en Europe qui accompagnent près de 300 entrepreneurs par an, que ce soit des entrepreneurs réfugiés ou des locaux, des Parisiens qui créent des restos autour de la migration. Mais en tout cas, des business autour de la migration ou des assos autour de la migration. On a une plateforme d'accueil chez l'habitant, on a un studio de design à Barcelone, on fait du mentorat professionnel dans les pays où on est. On ouvre dans 2 semaines à San Francisco, Auckland, au Luxembourg, et on a des bureaux en préparation à Copenhague, Malmö, Oslo. C'est un mouvement citoyen. N'importe qui a envie de le faire peut le faire. Nous, on lui donne la licence et derrière, il s'éclate. Et derrière, les gens créent le mouvement à leur échelle. Et je pense que ça, c'est assez symptomatique du 21e siècle parce qu'on a beaucoup parlé des Nations Unies pour y avoir bossé. J'y crois assez moyennement. Je crois assez moyennement aux dynamiques de pouvoir qui sont en place aujourd'hui et je pense vraiment que les mouvements citoyens, la mobilisation citoyenne, ce qu'on appelle la société civile, c'est ça qui a le pouvoir et il suffit juste de le reprendre. On est plus que... Ouais, plus qu'un peuple. On t'entend pas si tu parles pas dans le micro. Non, je dis qu'on est plus que, donc techniquement c'est... On est plus que... Ouais, mais est-ce qu'on est bien organisé, c'est ça la question. C'est notre travail. Et on découvrira ça tout au long de la saison de C'est quoi ta France. Je vous remercie pour cette 3e émission. Bravo encore à vous pour vos engagements. Est-ce qu'il fait trop chaud pour se serrer les coudes ? Certainement pas. Dans le studio un petit peu, c'est vrai. Mais ça nous empêche pas de nous serrer les coudes. T'as 8 télés en même temps. Et du coup, ça c'est vrai, je les avais même pas comptés, tu vois. J'en profite pour faire un petit point culture parce que du coup, il se passe pas mal de choses ce week-end. Très rapidement, vous allez pouvoir retrouver à la Nuit Blanche Soliman Lopez et Vidya Kelly qui seront à la place de la Bourse demain soir, qui vont faire une performance. Si vous êtes dans le coin, ça vaudra le coup de passer les voir. Il y a également Manu Ibrahim qui fait une résidence d'artiste à Montreuil. Vous pouvez aller le voir. Il est dans C'est quoi ta France l'année dernière. Allez voir la vidéo sur YouTube. Et on a également Chuck Wan, l'un des pionniers du mouvement du graffiti qui sera du côté d'Amsterdam. Donc si vous êtes dans le coin, allez les voir. Je finis avec la citation de la semaine pour clôturer cette émission en profitant encore une fois pour vous remercier. On va vous suivre tout au long de la saison encore une fois. Ce n'est pas un problème de race. Le problème, c'est de savoir si vous acceptez ou non votre vie, d'en prendre la responsabilité et puis de vous mettre à la changer. C'était James Baldwin. À la prochaine dans C'est quoi ta France. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vers l'infini et au-delà. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La 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 la. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. It's another day in the hood. Yo, yo, one night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, 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 ding.